Nous allons aborder la partie sur le peuplement des espaces de faible densité. Tout d'abord, petit rappel sur la définition de la densité. Dans ce premier chapitre, nous allons voir les espaces à forte contrainte et ou de grande biodiversité, puisque très souvent, quand les contraintes sont importantes, la biodiversité animale et végétale est également importante. On nous l'indique dans ce document. Les espaces à forte contrainte représentent un quart de la surface de la Terre et ils sont peuplés par seulement 2% de la population mondiale. En résumé, moins de 200 millions d'habitants peuplent un quart de la planète. Ces espaces à forte contrainte sont situés sur cette carte. On voit donc les principales contraintes qui existent et qui sont des contraintes répulsives, c'est-à-dire qui repoussent les hommes. Le froid, l'aridité, c'est-à-dire l'absence de précipitations sous forme de pluie, mais également des contraintes physiques comme la haute montagne en raison des pentes fortes, de l'enneigement important et des risques d'avalanche, mais aussi du manque d'oxygène à très haute altitude dans les chaînes de montagne très élevées. Enfin, l'isolement également est un facteur répulsif en raison de l'accès souvent difficile, du manque de ressources et de services, notamment sur les îles ou les archipels. Cette carte peut être complétée par celle de la page 180 qui précise un certain nombre de choses. On voit à nouveau les principaux espaces très faiblement peuplés et les contraintes qui peuvent y exister. On voit ici apparaître le milieu équatorial qui a pendant très longtemps été répulsif. Ce milieu équatorial, c'est le milieu de la grande forêt vierge, de la grande forêt équatoriale, qui pendant très longtemps a été quasi impénétrable par les hommes en raison de l'impossibilité d'y faire de l'élevage notamment puisque les insectes transmettaient des maladies aux animaux. Les arbres étaient extrêmement difficiles à couper, il était donc compliqué de mettre des terres en culture. Par conséquent, ces espaces étaient peu peuplés. Néanmoins, aujourd'hui, bien sûr, avec les moyens techniques actuels, il est facile de couper des arbres, il est facile de tracer des routes et ceci explique la déforestation, notamment de l'Amazonie. Toutefois, les plus grands déserts humains se situent dans les zones froides, nous sommes ici en Sibérie, ou dans les déserts chauds, nous sommes ici à Dubaï, donc dans le désert de la péninsule arabe. Nous sommes ici en Namibie, un pays très aride d'Afrique, dans lequel on peut situer le désert du Namib. On peut y voir les dunes les plus hautes du monde. Au nord de ce pays vit le peuple Imba qui a un mode de vie traditionnel. Il est notamment confronté au manque d'eau, qui doit être partagé avec les animaux. C'est ce que nous indique ce texte. Alors, ce mode de vie permet aujourd'hui à ce peuple Imba de vivre en partie du tourisme puisque le manque de ressources fait que la biodiversité y est non seulement préservée, mais elle a même tendance à augmenter comme nous l'explique le texte. Autre exemple de zone d'habitation à forte contrainte, les îles Lofoten, qui sont situées par-delà le cercle polaire arctique que l'on voit ici, en Norvège. Cette étude de cas est intéressante
puisque on peut voir les conflits d'usage dans ces régions, conflits d'usage ici entre une activité traditionnelle qui est la pêche dans les fjords norvégiens, l'activité touristique permettant de voir la faune, les baleines notamment, les aurores boréales à certaines périodes, mais également l'activité pétrolière. La Norvège est un producteur de pétrole qui est très important et dans ce texte-là, bien entendu, on souligne les risques d'une éventuelle marée noire pour les deux autres activités, la pêche, bien entendu, mais également le tourisme si les côtes venaient à être souillées par du pétrole. Plus proche de nous, on retrouve ce type de conflit d'usage dans les montagnes, et notamment dans les montagnes françaises, qu'il est nécessaire de préserver, puisque sont créés notamment des parcs nationaux. Il y en a plusieurs dans les montagnes françaises, aussi bien les Alpes, les Pyrénées, que le Massif central. Il s'agit de trouver un équilibre compliqué entre, d'une part, la protection de la biodiversité, de la faune montagnarde et les activités économiques représentées en montagne par le ski, la randonnée et quelques nouveaux loisirs. Sur ce plan du domaine skiable de la station de ski de la Norma, cet équilibre est représenté notamment ici par la mention des diverses zones de protection qui sont soumises à des limitations de la part des skieurs et des randonneurs. Terminons ce chapitre en rappelant que l'actuel réchauffement climatique fait partie des nouvelles contraintes qui se posent aux zones faiblement peuplées, en particulier certains archipels. On cite ici les Tuamotu, on peut citer également les îles Kiribati, qui sont tout simplement menacées par la montée du niveau des océans. Les habitants de ces régions devant de plus en plus se réfugier dans d'autres pays, c'est ce que l'on appelle des réfugiés climatiques. Le deuxième grand type d'espace à travers le monde présentant une faible densité, il s'agit des espaces à vocation agricole. Pour produire des denrées agricoles, il faut de l'espace et donc, logiquement, les espaces agricoles sont faiblement peuplés. Néanmoins, les types d'agriculture que l'on pratique dans ces espaces sont très différents. On voit une agriculture très mécanisée, la grande céréaliculture ici aux États-Unis, une agriculture vivrière ici en Afrique. Il s'agit de paysans en général pauvres qui nourrissent leur famille et le village. C'est une agriculture peu productive. On a également ce que l'on appelle l'élevage extensif, c'est-à-dire un élevage qui se pratique sur de très grandes distances. On trouve cet élevage notamment dans les déserts, par exemple. Dans les pays riches, comme ici en Australie, la mise en valeur des espaces agricoles très faiblement peuplés se fait grâce à la technologie. On voit ici plusieurs méthodes très modernes utilisées. L'irrigation par pivot, c'est-à-dire un arrosage tournant qui donne des champs circulaires, ou ici le rassemblement des troupeaux par hélicoptère. Alors ici on irrigue un quasi-désert, on le voit bien sur la photo de la page précédente, et il faut bien noter évidemment le coût écologique de ce type d'agriculture. En revanche, dans les pays pauvres, dans les zones désertiques, on a très souvent une avancée du désert au détriment des cultures. On le voit bien ici avec le Sahara
qui a tendance à grignoter les champs en dépit de la protection des haies ou des barrières qui ont été mises en place. Bien souvent, les campagnes ont tendance à se désertifier, mais d'un point de vue démographique, c'est-à-dire que les habitants ont tendance à de plus en plus quitter les campagnes. C'est ce que l'on appelle l'exode rural, c'est-à-dire le départ des ruraux vers les villes. Ils deviennent ainsi des urbains. Dans les pays riches, et en France notamment, la désertification des campagnes, alors il s'agit des campagnes qui sont éloignées des villes, se fait tout simplement parce que les services commerciaux, services de l'État, écoles, médecins, hôpitaux, ont tendance à quitter ces endroits qui ne sont pas suffisamment rentables. Les services quittant ces campagnes, les habitants partent également. Il s'agit d'un véritable cercle vicieux. Dans les pays pauvres, l'exode rural est plus dramatique. Les gens quittent les campagnes qui ne sont plus capables de les nourrir. Ils vont très souvent s'entasser dans des bidonvilles insalubres. On quitte les campagnes très souvent parce que le réchauffement climatique entraîne une augmentation de la sécheresse. On observe aussi parfois une érosion des sols. Les sols disparaissent sous l'effet de pluies diluviennes et rendent les terres impropres à la culture. Enfin, signalons que dans les zones équatoriales, nous l'avions dit précédemment, la population reste faible, mais change de nature. Auparavant, ces régions de forêt dense étaient peu peuplées parce que la forêt était très difficile à exploiter. Aujourd'hui, grâce aux nouveaux moyens techniques, cette forêt est mise en exploitation. On exploite le bois, bien entendu, mais on exploite surtout les terres défrichées qui bénéficient d'un climat équatorial, donc chaud et humide. On observe ce phénomène essentiellement en Amazonie, mais également en Indonésie, où la forêt équatoriale est souvent remplacée par des plantations de palmiers à huile.